Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour même aux joueurs de bleu vert qui pour moi sont une catégorie d'êtres humains un petit peu à part, mais peu importe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Mulligan TV. Nouvelle vidéo exceptionnelle, pourquoi? Alors, non pas parce que je la présente, mais simplement parce que je vais vous présenter aujourd'hui donc quelques visuels, quelques spoilers qu'on a eu en avant-première. Quand je dis en avant-première, c'est parce qu'il y a eu une conférence de presse qui a été tenue par Greg Tito, et vous allez me dire, c'est qui Greg Tito? Greg Tito, bah, en fait, c'est mon meilleur pote d'enfance, et pas du tout. En fait, Greg Tito, c'est un gars qui parle anglais. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais toujours est-il, c'est le directeur de la communication de Ravensburger, et il nous a fait une présentation donc aux créateurs de contenu il y a de ça, on va dire quelques temps, avec des nouvelles cartes que je vais vous présenter donc dans cette vidéo de 20 à 30 minutes. Euh, Quand je dis 20-30 minutes, si je parle de mon palmarès, alors qu'il y en a en effet, ce sera peut-être plus 30 minutes, mais je vais essayer de me concentrer uniquement sur les cartes en elles-mêmes. Toujours en rapport avec la conférence de presse, je tiens à remercier donc, on va dire, chaleureusement et de manière très solennelle, Petit Quick, qui nous a permis justement d'y participer. Les spoilers, donc ça concerne l'extension. Oh mon dieu, ça concerne l'extension, j'ai déjà oublié le nom. Attendez. Lueur dans les profondeurs, pardon, qui va sortir en avant-première donc le week-end du 7 novembre et donc officiellement donc le 14 novembre. Voilà. Alors, j'ai fait la petite transition. Je suis au max, hein, au niveau technique, je ne peux pas forcément faire mieux. Et on va commencer donc par une carte qui s'appelle Enwen. Enwen, donc c'est un petit cochon qui coûte 2, qui est ancrable et qui est une 1-4 et qui a une capacité qui est quand ce personnage part à l'aventure, on peut regarder donc la carte du dessus de notre deck et on peut choisir de la mettre au-dessus ou au-dessous de notre deck. Alors, comment vous dire? D'un point de vue strictement compétitif, en construit, je suis pas sûr que la carte ait un grand avenir. Mais en tout cas, un 4 pour 2, l'or 1 avec un petit pouvoir, ça a comment dire, ça a un potentiel de jouabilité. Pas énorme, mais c'est un petit potentiel. En revanche, la deuxième carte, alors, je vous rassure, elle est toujours nulle. Enfin, comment dire, d'un point de vue compétitif, je trouve pas qu'elle ait un énorme avenir. En revanche, j'aime beaucoup l'image. Voilà, c'est pour ça, moi je suis content de la présenter. Pourquoi je crois pas forcément son avenir compétitif? De mon point de vue, simplement parce qu'une carte comment dire, qui te fait dépenser une carte parce que tu vas la jouer pour un, qui te fait regarder les 4 cartes de ta bibliothèque, de ton deck, pour en mettre une au-dessus et le reste en dessous. En fait, en termes de carte disadvantage, tu vas perdre une carte pour pas accomplir grand chose. Dans ton deck, normalement, tu es censé déjà jouer des cartes que tu as choisies et qui sont bonnes. La seule potentialité justement de cette carte pour moi ce sera dans les jeux combo, on aura besoin peut-être à un instant T d'une carte spécifique et cette carte va permettre de creuser et d'avancer de 4 pour choisir quelque chose qu'on veut en particulier. Maintenant, si jamais je devais parier quelque chose, et je suis prêt à parier quelque chose, hein, c'est pour vous dire à quel point j'ai des certitudes, dans un environnement où il y a des cartes comme Vision de l'avenir et Développe ton cerveau, cette carte ne sera pas forcément jouée en construit. Voilà donc pour les deux premières cartes. Ah oui. Alors, c'est le petit cochon qui me fait penser à ça. Vous savez, le petit animal potelé et dodu. Du coup, par association d'idées, j'ai pensé à Magma. Là, moi, je suis en train de vous faire la vidéo. Vous pouvez la regarder quand vous voulez. Mais sachez que sur le stream de la Mulligan TV, qui aura lieu donc le jeudi 16 octobre aux alentours de 17h, 17h heure française, donc heure Magma, c'est peut-être 17h30, 17h45, mais voilà, je vous invite quand même à être là à partir de 17h. Il y aura un reveal exclusif. Là, ce que je suis en train de vous montrer, ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est des cartes qui sont présentes également donc, dans d'autres vidéos, d'autres créateurs de contenu, mais il y a vraiment le reveal exclusif, donc qui a été donné enfin une carte qui a été donnée à la Mulligan TV qui sera présenté donc par Magma. Donc je vous invite à être présent si jamais vous le pouvez donc à son stream donc du jeudi 16 octobre aux alentours de 17h. De mon côté, donc ça c'était les deux premières cartes qu'on avait à vous présenter et je vais avancer vers les deux suivantes. Alors la première, Violette, une 2-2 pour 1. Donc c'est comment dire, des statistiques qui sont assez basiques, mais qui se sont toujours avérées être utiles à un moment ou à un autre et donc dans la couleur améthyste. Et celle-là sera particulièrement utile. Pourquoi? Parce qu'on a un shift qui arrive sans plus tarder. Un petit instant. Voilà.
J'ai cliqué sur le bon bouton. Alors, et le shift pour 2. Donc c'est énorme parce que donc ça peut arriver dès le tour suivant, hein, voilà, ça paraît logique. Et ce personnage, il fait quoi? Donc c'est une 3-4 pour 4 en crable. Donc déjà dans l'idée, c'est correct. L'or 2, moi c'est quelque chose qui me plaît. Et surtout le pouvoir est selon moi extrêmement intéressant. Puisque quand on a un de nos autres personnages qui est donc banni lors d'un défi, on peut retourner cette carte, donc la carte en question, dans notre main. Et ensuite on choisit et on défausse une carte. En fait, c'est intéressant parce qu'il peut avoir des stratégies. Typiquement, on peut penser à la Lilo. Je me souviens plus de son nom, je suis désolé, même si je la joue beaucoup, mais la Lilo 1-2 pour 2. Donc voilà, qu'on peut faire revenir de la défausse au début de notre tour. Donc typiquement, c'est une synergie qui est existante. Et je vais spoiler la vidéo de spoiler, mais un peu plus tard, il y aura également donc une carte, enfin un peu plus tard dans la vidéo, il y aura une carte qui pourra synergiser donc avec cette carte-là. Donc voilà, pour l'instant, moi, c'est des cartes qui me semblent intéressantes et en tout cas donc avec du potentiel, ce qui est très plaisant. Continuons un petit peu. Nous avons ensuite, ah oui, alors attendez, un Robin des Bois, et voilà, je vais vous mettre les deux d'un coup, Mégara. Donc déjà, on a un visuel qui est différent, qui est nouveau. C'est pour des cartes voilà, qui ont le sous-titre Whisper. Voilà, donc toutes les cartes qui auront donc justement donc ce mot-clé Whisper auront ce visuel un petit peu particulier que personnellement j'apprécie beaucoup. Et comment dire, ce mot-clé, on va dire ce sous-titre Whisper, est accompagné d'une nouvelle capacité à l'Arcana. On va commencer par Robin des Bois. Robin des Bois pour 4 ancrables, 2-4, 2 de l'or, à nouveau, c'est décent. Un pouvoir, quand ce personnage part à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, on va revenir dessus dans quelques secondes, et on va pouvoir mettre un dommage jusqu'à personnages deux personnages adverses qu'on aura choisis. Pardon pour la traduction qui est pas tout à fait littérale. Et en fait, une carte en dessous de lui, ça vient justement de la capacité boost. La capacité boost, on avait déjà eu, je crois, précédemment donc des reveals avec ce mot-clé. En fait, boost, et à côté, on aura donc un chiffre donc qui correspond donc à un nombre d'encres. Boost 1, donc pour une encre. Une fois par tour, on va pouvoir payer 1 pour mettre la carte du dessus de notre deck face cachée en dessous du personnage. Donc cette carte, on va pas la voir, on va la prendre directement du deck, on va la mettre en dessous de la carte boost, et à partir du moment où on aura payé donc ce boost, eh bien ce personnage aura un pouvoir supplémentaire. À nouveau, et de ce que j'ai cru comprendre, parce que c'était en anglais, et j'ai un niveau d'anglais qui est, comment dire, disons que mon niveau d'anglais n'a d'équivalent que le niveau de Midazo à l'Arcana. Alors je vous laisserai faire l'interprétation que vous en voudrez, mais disons que j'ai pas tout compris ce qu'a dit Greg Tito et les développeurs au niveau du jeu. Mais en tout cas, voilà, la carte, elle va directement en dessous de la carte en question, du Robin, et vous pourrez faire ça donc plusieurs fois par tour. Et quand le Robin des Bois, on va dire, sera banni, et bien en fait, à ce moment-là, vous mettrez les autres cartes dans votre défausse, mais vous les mettrez justement donc en face visible, et vous saurez à ce moment-là ce que vous aurez retiré de votre deck. En premier, Robin des Bois. En deuxième, on avait également, donc nous avons la Mégara. Pour 3 ancrables, 3-4 au niveau des lores, donc ça leur a 1. Déjà, la carte en elle-même, elle est au niveau des statistiques intéressante. On rajoute à ça la capacité boost, à nouveau pour 1. Donc c'est intéressant. Enfin, moi je trouve ça plaisant parce que 1 c'est pas trop cher. Ça peut permettre pardon, de compléter des tours ou en tout cas d'optimiser en termes de mana et l'optimisation de ressources. On sait que c'est extrêmement important. Et si on applique la capacité boost, qu'est-ce que va faire Megara en plus? Alors, pendant qu'il y a une carte en dessous de ce personnage, grâce à Boost, elle a un de l'or en plus, et également, à chaque fois que ce caractère est défié, à chaque fois pardon, que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit et défausse une carte. Donc on a déjà des cartes, on va dire, qui ont ce pouvoir à l'Arcana. On a notamment les Ondins 0-1. On a aussi un Flynn Rider 1-2, donc toutes les deux justement dans la couleur émeraude. Donc cette carte se rajoute. Voilà, si les trois sont combinés, sont cumulés dans un jeu à tendance agressive, ça peut être très compliqué pour l'adversaire qui va devoir ou subir donc des cartes, on va dire, qui leurrent beaucoup,
ou alors qui va devoir aller les chercher, mais qui va devoir se défausser, donc se réduire en ressources, donc au niveau du nombre de cartes dans sa main et des possibilités à venir. Donc moi, cette Megara, je l'aime beaucoup en tout cas pour l'instant. À voir si elle trouve sa place en effet dans un jeu compétitif, mais j'aurais tendance à parier que oui, si je peux me permettre de donner mon avis. Les suivantes, alors, on a Simba et Jasmine. Alors, toujours avec la capacité boost, avec le mot-clé Whisper. Simba, 5-5 pour 7, c'est gros, ça leur a 3. Vraiment, c'est comment dire, c'est ce qu'on appelle les gros tons dans l'univers des TCG. C'est quelque chose qui est imposant. Et quand ça arrive, ça fait peur à l'adversaire. En tout cas, on espère. Donc lui, sa capacité boost, ça coûte 3. Donc c'est un peu plus. Donc on imagine que le pouvoir doit être un peu plus puissant. Alors, quand vous jouez, ah oui, quand vous mettez une carte en dessous de ce personnage, on peut révéler la carte du dessus de notre deck. Si c'est une carte de personnage, on peut la mettre en jeu gratuitement et elle arrive en jeu engagé, épuisé, ce qui est totalement logique. Et sinon, on la met en dessous de notre deck. Ça fait il y avait justement eu une autre carte, donc à l'époque c'était 3-3 pour 5, ça l'aurait à 2. Voilà, donc en l'occurrence, quand elle était défiée, enfin quand elle était bannie, on révélait la carte du dessous de notre deck, et si c'était une carte de personnage, on la mettait en jeu épuisée. Là c'est le même principe, sauf que là cette fois, c'est pas au moment où la carte est bannie, c'est au moment où on paye le boost. Enfin comment dire, c'est grâce à la capacité boost qu'on peut mettre une carte en dessous, et quand celle-là est bannie, euh, non, pardon. Oh mon dieu, je dis n'importe quoi. En fait, la première fois, je l'ai eu correctement, et après, je suis capable de me tromper. Donc, je vais relire la carte, histoire qu'il n'y ait pas de confusion, de quiproquo, et après, j'arrête de la commenter. Quand vous mettez une carte sous ce personnage, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque, de votre deck. Si jamais c'est une carte personnage, on peut la mettre en jeu épuisé, gratuitement. Et sinon, on la met en dessous de notre deck. Je m'arrête là, je répète les statistiques. 5-5 pour 7 ancrable, ça leur a 3, c'est très fort. Si la méta n'est pas à tendance trop agressive, cette carte, elle sera jouée. Est-ce qu'on peut en dire autant de la suivante? Jasmine, alors 2-5 pour 4, ancrable, l'aura 2, sur le papier, c'est correct. Boost 2, alors, et elle, sa capacité, c'est quand ce personnage part à l'aventure, s'il y a une carte en dessous, donc à nouveau avec les deux du boost qu'on aura payé précédemment, on peut retirer 3 marqueurs dommages de chacun de vos caractères. En soi, ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression que dans cette couleur, il y a beaucoup de personnages qui ont beaucoup de points d'endurance. Donc voilà, si on va dire il y a déjà des cartes, on va dire, qui pourraient synergiser avec ce genre de pouvoir. Pourquoi pas? Alors ça paraît moins impressionnant sur le papier que le Simba qui est juste à côté, mais voilà, il y a du potentiel aussi, et moi j'aime bien. Et rien que déjà de manière générale, personnellement, j'apprécie la capacité boost parce qu'elle offre euh, au sein d'une même carte de la flexibilité, des possibilités. Qui dit possibilités, c'est des réflexions supplémentaires, et je trouve ça plaisant pour le jeu de manière générale. Voilà ce que j'avais à dire sur Simba et Jasmine. On passe aux cartes suivantes. Alors, vous m'excuserez hein, pour les transitions, c'est un petit peu, c'est manuel à l'ancienne, c'est archaïque. Si jamais vous voulez des belles transitions, vous pouvez peut-être aller regarder. Il y a Gaëtan Cole qui fait des choses plutôt correctes. Et en plus, lui, il a plein de cheveux. Donc voilà, si vous voulez voir des belles transitions, une belle chevelure, voilà, vous pourrez aller voir sa vidéo. Mais après avoir regardé celle-là, hein, surtout restez quand même jusqu'ici. Et après, moi, j'ai pas de cheveux, mais quand même, il y a Fablor, qui est un peu connu quand même de la communauté, également principalement pour ses classements. Il a fait un classement des DLC européens 2024-2025, donc vraiment de tous les DLC. Et je suis classé pardon, 30e européen. Donc j'ai pas de cheveux, mais j'ai un bon classement, donc restez quand même pour écouter ce que je dis, même si des fois il y a des bêtises, mais c'est ça qui est intéressant également quand on les regarde quelques temps après. Euh, du coup, vous n'avez peut-être pas écouté ce que je viens de vous dire les 30 dernières secondes, et vous avez regardé les images, et d'un côté, vous auriez totalement raison, on a Daisy. Alors, une nouvelle Daisy légendaire. Vous avez le visuel normal, donc à gauche, et le visuel enchanté à droite, et ça, ce sera la carte des 7 championships du chapitre 10, du 7-10. Alors, Daisy, qu'est-ce qu'elle fait? À gauche comme à droite, le pouvoir est le même. C'est une 4-6 pour 6 ancrable. Ça paraît un poil cher. On va voir la suite. De l'or, ok. Shift 4, support, donc le soutien.
Et tant que ce personnage est épuisé, euh, les encres qui arrivent dans la réserve d'encre de votre adversaire arrivent épuisées également. Euh, oui. Euh, Ça paraît potentiellement très fort. Soutien, c'est une capacité, on va dire, qui est ok. C'est pas celle qui est la plus présente, on va dire, d'un point de vue compétitif. Maintenant, quand on regarde les dédits, parce qu'on on dirait pas, mais j'ai quand même regardé aussi un petit peu précédemment, avant de faire la vidéo, les dédits. Alors c'est vrai qu'il y en a en rouge qui coûtent 2 et 3, qui sont en crabe, qui sont pas forcément excellentes. Maintenant, si on se projette d'un point de vue potentiel de puissance, on a la DAISY 1.4 en ambre pour 1, voilà, qui est très forte, qui l'aura 2. Mais si on imagine DAISY T1, si on imagine un accélérateur d'encre T2, donc voguer sur la mer azurite ou typo, eh bien on a cette carte qui peut arriver T3 en shift. Et ce qui veut dire que si elle arrive en shift, on peut donc partir à l'aventure directement avec elle, ce qui ferait qu'elle sera épuisée et que l'adversaire va devoir jouer peut-être à son T3 avec de d'encre parce que son encre supplémentaire arrivera épuisée. Donc voilà, c'est là ce que je viens de vous décrire, c'est quelque chose, on va dire, qui est un peu situationnel. Ça part d'une désité 1, il faut qu'on l'ait et il n'y en a qu'une. Également donc un accélérateur et puis le fait de l'avoir elle par la suite. Mais rien que le fait que ça puisse exister dans la méta, d'un côté, il faut un petit peu s'en méfier parce que ça peut être très, très gênant. Donc en tout cas, il y a du power level, c'est plaisant parce que c'est pas dégénéré, on le voit justement avec ce que j'ai dit précédemment, il y a un peu des garde-fous qui feront que la carte devrait pas, enfin comment dire, devrait pas définir totalement la méta, ou en tout cas pas dans son entièreté, mais c'est intéressant parce que c'est une nouvelle capacité et moi j'apprécie ce qui est nouveau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Carte suivante. Ah oui, on a encore des nouveaux visuels. Voilà, en fait, ces cartes-là, donc le 2 par exemple, ce sera donc des cartes qu'on peut obtenir de manière hebdomadaire en allant justement donc en boutique avec les tournois de ligue, avec la ligue tout simplement. Et le SCAR, c'est ce qu'on appelle le buy a box. Donc à partir du moment où vous achèterez donc un display chez un revendeur professionnel, eh bien vous aurez du coup donc cette carte qui sera offerte en promo. Précisément, que font les cartes? Au-delà du fait qu'elles soient très jolies et que, à nouveau, moi c'est nouveau, c'est un visuel qui est un peu particulier, ça me plaît, j'espère que ça vous plaira également et que tout le monde continuera à acheter beaucoup de cartes Lorcana pour qu'on puisse avoir encore beaucoup de tournois et qu'on soit très longtemps encore à vivre ensemble dans cette belle communauté. Zeus, 2-3 pour 3 en crabe, ça leur a 2, c'est correct. Mais c'est vrai qu'avec ces statistiques-là, en général, on attend un peu plus d'une carte si on se réfère à des choses qui ont été éditées précédemment. Son pouvoir à elle, donc le boost, donc avec la petite capacité Whisper, boost 2. Et si jamais on paye 2, pardon, tant qu'il y a une carte en dessous de ce personnage, il a plus 2 d'attaque et plus 2 d'endurance. Alors ça fait qu'on paye 3 pour avoir une de 3. Au tour d'après, on paye 2, donc virtuellement 5 en cumulé. Et ça fait qu'on a une 4-5 qui leur a 2. Euh, J'avoue, j'ai pas réfléchi plus que ça. C'est ok. Je pense que c'est ok parce que, à nouveau, le fait d'avoir eu une réflexion, ça offre de la polyvalence au niveau des cartes. Et moi, j'apprécie les cartes qui sont polyvalentes, ni plus ni moins. Donc, ça a le mérite d'exister. Je pense qu'il y a du potentiel à voir en effet ce que ça va donner. On passe à côté au Oscar, que je trouve, soit dit en passant, très 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 joli. Alors, 5 non ancrables, 6-5 killer à 2. Voilà, des statistiques qui sont intéressantes puisque les jeux pour l'instant n'ont pas beaucoup de non ancrables. C'est une couleur saphir où dedans il y a accès à typo qui permet de peut-être jouer un peu plus de non ancrables que les deux autres jeux puisqu'il y a possibilité de les ancrer grâce à typo. Et son pouvoir Ascar, donc boost à 2. Alors, quand vous mettez une carte en dessous de ce personnage, ah oui, le personnage adverse de votre choix gagne -5 de force pendant ce tour. Moi, je trouve ça très fort. Ça fausse totalement les trades. Peut-être pas forcément à partir du moment où directement le tour où ça arrive en jeu, mais ça fait qu'à partir du moment où rien que déjà la carte, si elle arrive en elle-même au T5, si jamais on n'a pas forcément d'encre en plus, bien on dit à l'adversaire,
réfléchis bien à ce que tu vas faire, parce que au tour d'après, je peux fausser tes calculs. Et si jamais la carte arrive un peu plus tard, le fait de savoir qu'il y a ça, on va dire, dans la couleur et potentiellement dans le deck adverse, eh bien, ça nous complique un petit peu la vie. Donc j'aime beaucoup le côté un peu mental, la dimension un peu bluff que cette carte peut apporter à l'Orcana. J'aurais peut-être même tendance à dire qu'il en manque, mais voilà, c'est déjà eu une bonne inclusion et peut-être que ce principe va se développer par la suite. En tout cas, moi, ça me plairait. Ensuite, oh oui, encore des promos. Donc là, il y a des promos. Donc le lieu qui est là, à nouveau, lui, on peut le récupérer donc grâce à la ligue. Et là, Elsa, elle, je crois que c'est un peu particulier qu'on va pouvoir la récupérer vraiment dans les boutiques officielles, type la boutique à Disneyland, comme ils avaient fait pour la Belle 3-3 précédemment. Et franchement, moi, j'ai toujours aimé les cartes améthystes. Peut-être il y a l'affinité parce qu'il y en a beaucoup, c'est marqué pioché dessus. Et elle, c'est un petit peu la nouvelle maléfique, j'ai l'impression, du chapitre 1, sauf que les dettes de 2, c'est une 1-3. Alors, 1-3 pour 3, qu'il aura un. Je ne sais pas si dans le Lorcana actuel, c'est quelque chose qui peut trouver sa place. Mais j'ai envie d'y croire. Ne serait-ce que pour une chose, parce que la carte dessus, c'est marqué piocher une carte. Et piocher une carte dans les TCG, ça a toujours été très fort. Donc rien que pour ça, je me dis que la carte, elle a euh, à minima un potentiel. Et si on veut être un peu plus optimiste, on peut se dire qu'elle risque d'avoir eu sa place dans certains jeux violets. Pas tous maintenant, parce que c'est vrai que si le bleu-violet reste dominant, le bleu-violet en l'état actuel n'a pas beaucoup de cartes qui coûtent 3 ou en tout cas encore moins de personnages, tout simplement parce qu'il passe de 2 à 4 avec le fait de jouer 8 accélérateurs d'encre. En l'occurrence, comme on l'a dit, avec Voguer sur la mer Azurite et Typo. Donc dans ce type de jeu, pas sûr, mais dans d'autres jeux à tendance peut-être un peu plus agressive, où ils ont besoin d'avoir des cartes curvées, certaines cartes on va dire qui se remplacent pour générer du card advantage ou du cantrip, avec la carte qui se remplace. Voilà, une Elsa 1-3 qui aura un, bah, ça pose un personnage qui va l'aurait quoi qu'il en soit très probablement au tour d'après, mais qui en plus se sera remplacé parce qu'il aura apporté une carte qu'on va pouvoir jouer, puis elle être aussi une menace. Donc la carte, je la trouve intéressante. Euh, Est-ce que je la trouve aussi intéressante que le lieu à côté? J'en suis pas sûr. Parce que le lieu ne coûte que 2. Gros avantage pour lui, c'est pour mettre un personnage dedans, ça ne coûte que un d'encre. Donc c'est vraiment très peu. Et surtout, une fois qu'un personnage est dedans, on l'épuise et on peut piocher une carte tant qu'il est dans le lieu. Euh, le lieu coûte pas cher, 2 à jouer, un pour mettre des personnages dedans. Il nécessite une gestion, même s'il n'a que 3 en bouclier. Euh, donc il se fera enfin, très probablement gérer le tour d'après. Mais à côté de ça, voilà, si le lieu se fait gérer, bah déjà c'est une chance aussi pour que nos personnages à côté restent enfin comment dire, ne soit pas banni. Mais moi cette carte je l'aime beaucoup. Et à nouveau je parlais de jeux à tendance peut-être un peu plus agressive en parlant d'Elsa. Je pense que dans un jeu agressif, ce lieu peut trouver sa place et moi il me plaît énormément. Typiquement de ce que j'ai vu pour l'instant, ce serait peut-être la carte qui me donnerait le plus envie de jouer, en tout cas d'intégrer dans des decks qui sont existants, ou en tout cas de construire peut-être même un deck autour. Alors peut-être pas un deck à tendance lieu, enfin comment dire, avec oui, pas trop de lieu mine de rien, mais simplement à tendance agressive avec peut-être des petits personnages et voilà des cartes comme Diablo qui iraient très bien dedans, quoi, le Diablo 01 en violet. Voilà pour ces deux autres promos qui moi, comment dire, m'intéressent assez fortement. Ensuite, une légendaire. Ah bah voilà, je vous avais parlé un peu plus tôt justement au début de la vidéo, donc ah, je me souviens plus du nom, mais la 3-4 en améthyste qui leur a deux, et qui fait que quand on a un de nos persos qui est banni, on peut leur envoyer un en main, et en contrepartie, on défausse une carte. On met une carte dans la défausse. Et bien en fait, cet objet peut synergiser avec. Donc cet objet, c'est The Black Cauldron, le chaudron noir.
voilà, en plus, je crois, une nouvelle licence qui est apparue dans leur canal. Désolé pour les fans, parce que je l'ai pas évoqué plus tôt. En plus, je risque de me faire taper, mais je l'ai jamais vu. Voilà, si jamais vous m'en voulez un peu trop, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais soyez pas trop assassin. Et je ferai l'effort. Si jamais il y a une personne qui dit que je dois le regarder, eh bien je le ferai. Donc voilà, un objet pour 3 non ancrables avec deux capacités. La première, pour un, on l'épuise, on met une carte de personnage de notre défausse en dessous de cet objet. Voilà, donc un petit peu à l'instar de la capacité boost, sauf que là, bah, vu comment c'est écrit, j'imagine que là la carte elle est visible et non, en toute logique aussi. Et deuxième capacité, ce tour, donc ah oui pardon, on repaye un, on épuise à nouveau l'objet, donc on peut pas faire les deux capacités dans le même tour, c'est l'une ou l'autre. Et la deuxième, donc ce tour, on peut jouer des personnages. Ah oui. Ah, ok, donc on peut en jouer plusieurs. Ce tour, vous pouvez jouer donc des personnages présents en dessous de cet objet. Donc il faudra quand même payer leur coût, j'imagine. Si vous mettez un personnage qui coûte 3, bah, il faudra payer 3 parce que c'est pas marqué free. En revanche, vous pouvez passer plusieurs tours à mettre des personnages en dessous de cet objet. Et puis un tour, vous payez un, puis bah, vous jouez autant de personnages que vous le souhaiterez. Donc vraiment la carte elle est intéressante, c'est une légendaire et je le comprends. J'aime beaucoup en plus le visuel et on voit qu'il y a la synergie on va dire, qui est présente avec la carte Améthyste dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et voilà, voilà, et peut-être même d'autres, on va dire, à venir. Autre carte. Bah, là, c'est ma préférée. Déjà, par rapport à la couleur, c'est une légendaire et on va lire la carte ensemble. Alors, 6 ancrable, 5-6, ça leur a 2. Ok, c'est correct, c'est des stats qui commencent à faire peur. Mais ce qui fait vraiment peur ensuite, c'est quand on lit donc on va dire les capacités. On voit aussi que c'est une gargouille. Et gargouille, je crois que c'est les premières gargouilles à l'Orcana. Et gargouille, parce que je me suis renseigné aussi, d'un point de vue architectural, c'est arrivé pour la première fois au XIIIe siècle. Et XIIIe siècle, d'après Google, ça correspondait également à deux choses. Donc c'est le siècle de naissance de Mylène Farmer, et également c'est la première fois dans l'histoire des TCG où il y aurait eu un call judge de Fabien Bonfante pour un mistrigger d'un adversaire. Donc voilà, les gargouilles, XIIIe siècle, apparition dans l'Orcana, et la capacité, c'est quand vous jouez ce personnage, vous épuisez tous les personnages adverses. Euh, donc ça c'est fort, parce que à nouveau ça fausse un petit peu les calculs. Si jamais il y a l'adversaire qui voulait rester un petit peu en stand-by pendant un tour, mais en fait il est à la merci justement de Demona, donc ça fait que le joueur qui joue Demona bien prend l'avantage, en tout cas l'initiative justement dans ce qu'il veut faire au niveau de la partie. Et ensuite, donc chaque joueur avec 3 cartes ou moins en main pioche jusqu'à avoir 3 cartes. Donc imaginons, à nouveau, on repart peut-être dans un jeu à tendance agressive. On arrive, vous êtes à 50, vous piochez votre carte du tour, vous ancrez, vous jouez des menas, voilà, 6 encres. Ça engage tous les personnages adverses, ça les épuise, et puis là vous repiochez 3 cartes si jamais vous en avez plus. Si jamais vous aviez 2 cartes en main, vous en piochez qu'une, mais voilà, le but c'est d'optimiser tout ça. Donc la carte, elle permet d'épuiser, ce qui est très fort, même si au tour 6, voilà, c'est pas au tour 5 comme Elsa, c'est pas au tour 2 comme Pinocchio ou comme avec l'action Manœuvre Magique. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus anticipable par l'adversaire, mais c'est une capacité qui est plutôt puissante. Et tant que vous avez 3 cartes ou plus dans votre main, ce caractère ne peut pas se redresser. Voilà. Donc dans mon exemple que je viens de vous donner, bah, en fait c'est nul parce que si vous piochez 3, mais en fait il ne pourra pas se redresser au tour d'après. Donc surtout faites pas ça, jouez un petit peu mieux que ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, toujours est-il, vous avez la possibilité de faire que cette carte, bien, elle épuise ce qui est en face. Vous avez la possibilité de la jouer à un moment où vous avez plus besoin de cartes en main que d'autres choses. Et pour l'instant, de ce que je vois, j'ai l'impression que ce sera, quoi qu'il en soit, une des meilleures cartes de l'extension. Est-ce que ça atteindra des sommets comme on a pu atteindre, en termes de prix, je parle, pardon, comme a pu atteindre Dumbo ou le Maui requin à son époque? Je suis pas sûr, faudra avoir une vision d'ensemble en tout cas sur les autres cartes, mais c'est légendaire qui peut valoir de l'argent. En tout cas, voilà, en termes un peu plus compétitifs, voilà, c'est une carte qui a du potentiel et qui va orienter, à mon avis, des constructions, des builds au niveau des decks.
Voilà. J'ai fini pour les légendaires. Pour les cartes justement donc un petit peu nouvelles. Quand je dis un petit peu nouvelles, c'est en termes de type ou de sous-type. Et au niveau des visuels, on a eu quand même des belles cartes. On a vu justement des cartes promo, on a vu les cartes justement Whisper, mais il y a d'autres cartes qui sont également très belles. Allez, sans plus tarder comme on dit. Voilà, une iconique. Non, pardon, oh, pardon, une épique. Une épique. Gaston, je la trouve très très jolie. Bah après, je pense que c'est leur but de faire des cartes jolies pour qu'on achète des boosters et des displays. À côté de ça, je trouve, on va dire autrement, que la carte est très réussie d'un point de vue visuel. Moi, je la trouve jolie en tout cas. Et maintenant, que fait-elle en termes de capacité? Alors, 3-3 pour 2, c'est fort. 3-3 pour 2 non ancrables, c'est un peu moins fort. 3-3 pour 2 non ancrables qui leur 1, c'est un peu moins fort. Mais on va voir parce qu'il y a une capacité boost 2. Alors, quand ce personnage part à l'aventure, s'il a une carte en dessous, le personnage adverse ne peut pas défier donc Gaston et il est obligé de partir à l'aventure si possible pendant le prochain tour. Le si possible, c'est parce que si jamais vous choisissez un personnage combattant, en fait, il pourra ni défier ni partir à l'aventure. En revanche, si c'est un personnage qui n'est pas combattant, eh bien, ou même le combattant, en fait, il y aura possibilité toujours de chanter donc avec vos personnages, mais simplement si vous ne pouvez pas chanter, euh, eh bien, enfin, si vous ne pouvez pas chanter ou pas partir ou pas défier, voilà, vous serez obligé de partir à l'aventure avec le personnage en question. J'avoue que la carte est intéressante. De là à prendre de la place dans les non ancrables, je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que c'est une carte qui a tendance plutôt agressive. Et dans les cartes à tendance agressive, j'ai l'impression qu'il y aurait des slots qui seraient réservés pour des cartes qui seraient plus importantes, plus impactantes. Mais je peux me tromper. Mais en tout cas, la carte, concrètement, elle est pas nulle. Si je dois vous donner mon avis, elle est pas nulle. Euh, 3-3 pour 2, dit comme ça, c'est toujours intéressant. Donc, il y a vraiment du potentiel de jouabilité. C'est pas broken. Et ce qui me fait dire, enfin, quand on écoute justement un petit peu les quelques dernières phrases, je trouve des défauts, mais des qualités à la carte. Du coup, c'est qu'elle doit être à minima équilibrée. Donc, c'est intéressant et bien joué sur le travail de game design. Gaston, ensuite, on a Ariel. Ah oui, et donc là, pour de vrai, c'est des iconiques. Ariel, pour 4 ancrables, 3-4, ça leur a 2. C'est correct au niveau des stats. Et, ah oui, boost 1, une fois par tour, quand vous jouez une chanson, s'il y a une carte en dessous de ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Euh, je trouve ça très fort. Est-ce que les statistiques de la carte sont correctes? À côté de ça, le boost ne coûte que 1. Et il y a un potentiel de piocher des cartes. À nouveau, peut-être dans un jeu agro tempo, avec peut-être des chansons pour gérer, d'autres créatures, enfin d'autres personnages pour l'aurer à côté. Et le fait d'avoir des possibilités de pioche, donc de cartes d'advantage, moi je trouve la carte très, très intéressante. Voilà. Et au-delà du fait d'être très jolie, vraiment pour le coup, les iconiques, je, je pense que l'Orcana, on va dire, est très fort au niveau visuel. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui s'intéressent aux cartes, parce qu'il n'y a pas que l'aspect compétition, il y a aussi l'aspect collection, et je pense que on va dire, ils sont vraiment en train de réussir leur passe, de fidéliser même beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément compétiteurs. Donc franchement, félicitations, parce que moi je trouve les visuels très beaux, même si, pour être honnête, je trouve le visuel suivant plus joli. Euh, Hades. Alors, bah après moi, comme j'ai dit, j'adore la couleur améthyste. Alors, pour 5 en crabe, 3-4, kill aura 1. Ok, on va voir ce que ça fait. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Alors, donc déjà c'est un humane, donc on n'est pas obligé. Si on choisit le personnage en question, donc on peut piocher 2, à moins que le propriétaire de ce personnage mette la carte en dessous de son deck. Il y a un potentiel de pioche. La carte est intrinsèquement à potentiel. Maintenant, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que le choix est laissé à l'adversaire. Donc, du coup, si jamais il y a un bon choix et qu'on est face à un bon joueur, bien, il devrait prendre théoriquement la bonne décision. Donc, la carte fait que tu n'es pas toujours maître de ce que tu fais.
Euh, à côté de ça, dans un jeu, à nouveau, ouais, c'est dingue, hein, j'ai l'impression de dire les mêmes choses. À chaque fois, je parle des cartes violettes depuis le début. Mais dans un jeu à tendance un peu agressive, où c'est toi en fait qui aura l'initiative sur le board, ça fait que si tu joues cette carte, bien en fait l'adversaire voudra pas forcément voir son personnage être en dessous de la bibliothèque parce que sinon il va trop perdre en tempo. Du coup, il va probablement vouloir la garder, mais s'il veut la garder, ça veut dire qu'on pioche 2 et que dans ce cas-là, bien on aura justement du fuel, des ressources pour continuer l'agression. Donc la carte est intéressante. Je pense qu'elle va être assez clivante dans l'esprit des gens. J'ai moi-même peut-être un peu de mal à me positionner. Est-ce que c'est une fausse bonne carte? Euh, c'est pas impossible. Je pense aussi que c'est une carte un petit peu genre contextuelle. Faudra voir à quoi ressemble la méta pour pouvoir nous positionner concrètement sur le potentiel de jouabilité de la carte. Enfin, le potentiel, il y en a. Est-ce que ça va être broken? Seule la méta y répondra. Enfin, est-ce que ça va être broken ou est-ce que ça va être totalement nul? Enfin, totalement nul. Ou est-ce que ça va être pas fou? Je pense que la méta pardon, répondra pour nous. Voilà. Euh, Au niveau des cartes, pour le chapitre 10, qui s'intitulera donc Lueur dans les profondeurs, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le côté parce que j'avais déjà oublié. C'est tout. En revanche, on a également eu des informations sur le set qui viendra après, qui s'intitulera Winterspell et qui verra le jour, je crois, que ce sera dans le deuxième trimestre 2026. Attendez, je suis perdu, j'essaie de retrouver les images. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Et il y a autre chose? Attendez, il y a autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Il y a il y a le logo qui s'est affiché, Winterspell. Bon, après, derrière, je vous ai mis simplement l'image qui nous ont donné pour annoncer donc pas le prochain, mais le set d'encore après. Et c'est le set, pardon, le chapitre où apparaîtra pour la première fois Angel. Pour le coup, là, Lilo et Stitch, j'ai regardé. Euh, Après, je vous dis ça, je crois que j'ai regardé que le 1 et je crois que j'ai jamais vu Angel. Mais c'est pas grave, vous oublierez ce moment. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre du coup? Alors, attendez, ah non, ça je laisse, ça je peux enlever. Ah voilà, ça c'est les visuels qui nous ont passé. Moi j'adore. J'aurais adoré qu'ils sortent ces visuels-là pour Noël. Je trouve que ça serait tombé à pic. Voilà, après pour les gens pour les gens qui habitent dans le nord de la France, de toute façon pour eux il fait toujours froid, donc ils auraient pu sortir ça à n'importe quel moment de l'année, mais du coup ça aurait été à propos. Mais voilà, c'est vrai que ça en période de Noël avec le petit côté neige, flocon, glaçon, j'aurais trouvé ça exceptionnel. Et j'aime beaucoup en tout cas la charte graphique, ou en tout cas au niveau des couleurs qui sortent pour l'extension en question. Moi je trouve ça très très joli et c'est vrai que bah, j'ai pris l'habitude depuis quelques chapitres on va dire de prendre une trove en plus d'une case. Et là, voilà, je la trouve vraiment très jolie. J'aimerais peut-être même en garder une vraiment pour la collection on va dire, en scellé. Et ça, vous vous en foutez, vous aurez bien raison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Alors, ça, j'enlève. Ils nous ont montré des cartes, justement, du chapitre 11. Euh, Oh mon Dieu, ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de vous parler. J'étais persuadé que ce serait rapide, et en tout cas plus rapide que la dernière fois, et je fais encore plus vite. Je parle trop, je parle trop. Alors, pour ceux qui se sont pas endormis, ou pour ceux qui se sont réveillés après s'être endormis 3 fois dans la vidéo, voilà, ils nous ont montré, révélé également donc d'autres cartes. 3, 5 pour 4 non ancrables, Killer 1. Quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez mettre une carte objet de votre défausse sur le dessus de votre deck. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer une carte item avec un coût de 5 ou moins de votre défausse gratuitement. Bah, c'est pas mal, hein. 5 ou moins. Ouais, 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 ok, ok. Alors, c'est pas mal, et il y a du potentiel, même si j'ai dit ça beaucoup de fois dans la vidéo. Mais c'est ok, c'est une carte qui n'est pas négligée. Après, la jouabilité sera définie en fonction de à quel point Ravensburger veut pousser ou non l'archétype item. Objet. Donc à voir ce que ça va donner. À côté, Launchpad 2-3 pour 2 non ancrables, Killer 1. Vous l'épuisez, vous piochez une carte. Si vous faites ainsi, vous défaussez une carte, à moins que vous ayez un autre personnage nommé Darkwing Duck in play. Ok, ok. Euh, ok, ça peut sembler correct. Maintenant, une carte qui demande une autre carte pour être bien, euh, j'ai l'impression que ça n'a jamais été fou à l'Arcana. Et j'ai l'impression que ça ne le sera pas non plus avec cette carte-là. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement,
Je suis pas tout à fait sûr. Alors, Stitch. 4-5 pour 5 en crabe qu'il aura 2. Ok, ok. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez deux autres personnages en jeu, vous pouvez piocher une carte. Moi j'aime beaucoup. À nouveau, stratégie agressive, donc ce qui fait qu'on aura des personnages sur le board. Ça arrive au tour 5, ça part au tour d'après. Ça permet théoriquement justement de piocher et qui permet au deck agressif de ne pas trop s'épuiser, en tout cas de s'épuiser moins rapidement. Donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup, je pense qu'elle sera jouée. Faut voir un petit peu, mais en tout cas c'est une carte qui pour moi sera probablement jouée. Et là, ah ça c'est la carte, pour de vrai. En plus c'était la conférence, comme je vous l'ai dit, Rectito. Euh, j'ai pas tout compris, mais il y avait des images, donc ça va. Et au moment où il y a cette image, pour de vrai, je me suis redressé de ma chaise, et parce que j'adore. Bon, de 2 pour 2 en crabe qu'il aura un, ça paraît pas exceptionnel, mais simplement c'est la capacité. Si, si c'est votre premier tour et que ce n'est pas le, et que vous n'êtes pas le premier joueur, ce personnage coûte un de moins à jouer. Euh, c'est extrêmement intéressant parce que pour la première fois dans l'Orcana, et surtout c'est un design qui avait été évoqué justement par pas mal de personnes pour compenser le fait de ne pas être premier. Typiquement cette carte, en fait, si jamais vous êtes deuxième, non pardon, si jamais vous êtes le premier joueur à jouer, cette carte elle coûtera 2. Maintenant, si vous êtes le deuxième, donc comme on dit un peu sur la draw, si dans la partie vous êtes le deuxième à jouer, donc vous piochez et l'adversaire a déjà joué son tour, et bien cette carte elle ne coûtera qu'un. Et c'est quelque chose qui est très bien parce que il y a la notion de toss, le lancer de dés qui commence, qui joue en deuxième, qui est assez déterminante et encore plus depuis ces dernières semaines. Et cette capacité, c'est quelque chose qui tend à réduire cette variance. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Alors après, il y a le côté Singer 3, à voir ce que ça donne. Faut pas à nouveau que ce soit trop dégénéré ou trop, je saurais pas comment dire, mais qui empêche trop de stratégie. Mais en tout cas, moi, cette capacité, je la trouve enfin, personnellement bénéfique et j'espère qu'il y aura d'autres cartes avec cette capacité. C'est tout pour les reveals. Oh, attendez, je suis en train de tout casser. Ah non, c'est bon, ça c'est là, faut que j'enlève la carte. Ah oui, et il y avait une autre chose à montrer. Ah non, mais c'est ça que je dois enlever. Ah mon Dieu, attendez. Oui, c'est bon. Ah non, c'est ça en fait qui va. Oh mon Dieu, c'est ça qui va sortir donc le deuxième trimestre de 2026. Et donc ce qu'on a vu précédemment, désolé, je vous fais tout dans le désordre, c'est horrible. Ce que je vous ai montré précédemment avec Stitch Angel, ça va arriver du coup au premier trimestre de 2026, donc pour la nouvelle année. Et ça, bah, on l'avait déjà vu justement dans une vidéo précédente. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est qu'il y a un visuel. Toy Story arrive. Toy Story, c'est une licence qui plaît à beaucoup de personnes. Euh, voilà, donc c'est cool qu'il y ait des nouvelles licences qui arrivent et puis qu'on fasse plaisir au plus grand nombre de personnes possible. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir suffisamment parlé. S'il y a des gens vraiment qui ont tenu les 42 minutes, je vous remercie. Euh, J'espère en tout cas que ça aurait été un minimum divertissant, un peu plus que ce qu'est en train de nous proposer le gouvernement actuellement. Et j'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, si ce n'est bah, merci pour le visionnage, merci pour le soutien à la Mulligan TV, et je vous rappelle donc le reveal exclusif à la Mulligan qui apparaîtra, enfin qui sera révélé donc en stream par le copain Magma jeudi 16 octobre aux alentours de 17h. Donc soyez présents, merci de votre soutien, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.